C'est un plaisir de vous retrouver pour vous parler de cet ouvrage Empreinte qui a été publié par M. Roger Nzaou aux éditions Jets d'encre. Bonjour M. Roger. Bonjour M. José. Vous allez bien? Je vais très bien, merci infiniment, et vous-même? Ouais, merci. Alors je suis frappé par le titre, hein, Empreinte. Pourquoi Empreinte? Oui, Empreinte parce que tout simplement je voudrais marquer mon empreinte, ma trace dans la littérature congolaise, parce que je suis très fier d'être congolais, dans la littérature africaine également, parce que je suis un panafricaniste, très fier d'être africain, et dans la littérature d'expression francophone d'une façon générale. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi tout de même de remercier la rédaction d'Antenne A de me donner la possibilité de présenter mon ouvrage avec votre concours à l'ensemble du public congolais et à une audience beaucoup plus large. Alors merci. À travers ces recueils, il y a plusieurs titres, hein, Oui. j'aime. Mais s'il faut le résumer, il y a un mot, l'amour. Oui. L'amour pour sa famille, l'amour Exact. de la votre vie. épouse, hein, mon cœur je t'aime, Oui. l'amour des enfants, Oui. vos filles, Exact. mais aussi Andy qui est aux États-Unis. Exact. C'est l'amour du continent, Oui. l'amour du pays, Oui. et puis l'amour des États-Unis d'Amérique, l'amour de la Côte d'Ivoire. Oui. Effectivement, parce que je suis un être extrêmement sensible, et quand on est sensible, il y a des sentiments qui dominent d'autres sentiments, et le sentiment qui domine chez moi, c'est le sentiment de l'amour. J'aime beaucoup les choses qui m'entourent, j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mon épouse, j'aime beaucoup mes enfants, j'aime beaucoup ma maman, j'aime beaucoup mon papa. Ils sont en vie. Mon père est décédé, d'accord. paix à son âme, le 10 novembre 92. Mais maman est encore vivante, elle est encore très très jeune. Et vous allez voir qu'il y a également un poème qui est consacré Voilà. à maman, que j'ai appelé Bonne fête maman, que j'ai écrit à l'occasion de la fête des mères en 2018. Mais effectivement, en plus de l'amour, vous avez Dieu en filigrane dans tous mes poèmes. Alors, on va prendre comme ça, hein, de manière ramassée, les pasteurs et les verbes. Oui. Vous essayez un peu de stigmatiser les comportements de certains pasteurs qui confondent la caisse de l'église à leur propre poche pratiquement. Ils servent un peu de fidèles pour s'enrichir. Oui, exactement. Ce poème, Le pasteur et le verbe, est en réalité une satire. De nos jours, il y a de plus en plus, surtout en Afrique d'ailleurs, des hommes et des femmes, mais surtout des hommes qui se lèvent pour prêcher la parole de Dieu. C'est une excellente chose de prêcher la parole de Dieu, mais la finalité de la parole de Dieu, ou en tout cas du prêche, ne doit pas être l'enrichissement personnel, mais ça doit être le salut des âmes. C'est-à-dire que le discours du pasteur doit bien faire comprendre à ses ouailles que la parole de Dieu est un outil pour améliorer son ordinaire. Ce n'est pas un outil pour s'enrichir, mais bien évidemment, si de par la parole de Dieu vous parvenez à vous enrichir, ce n'est pas interdit, mais ça ne doit pas être le préalable. Or, malheureusement, de nos jours, beaucoup de pasteurs utilisent la parole de Dieu, et je le déplore sincèrement, parce que dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous le voyez le dimanche, vous entendez des prêches partout, chez votre voisin, devant, derrière et tout ça, mais vous avez des gens qui croient, mais qui n'ont pas toujours conscience que finalement, ils sont peut-être manipulés tout simplement pour permettre à tel ou tel pasteur un enrichissement personnel. Je trouve ça à la limite de l'acceptable. Alors, l'impression que j'ai de vous, quelqu'un qui est très croyant, d'ailleurs vous l'exprimez à travers un des titres, comment ne pas t'adorer Seigneur, comment ne pas t'aimer femme. Exact. Effectivement, je suis profondément croyant, je suis issu d'une famille extrêmement croyante. Mon père était catholique, ma maman est catholique. J'ai grandi dans une famille où nous sommes tous catholiques et pratiquants. Et pour pouvoir aimer la femme,
c'est-à-dire la respecter. De mon point de vue, il faut être imprégné de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui vous permet véritablement de comprendre le bonheur de ce que c'est qu'une femme. Parce que c'est un vrai bonheur. Lorsque vous savez ce que c'est qu'une femme, vous êtes un homme heureux. La première femme qu'un homme aime, c'est sa maman. Si vous aimez votre maman, vous êtes appelé à aimer les femmes d'une façon générale. Alors, c'est la première femme qu'il faut aimer, c'est la maman. Il y a un poème consacré à cette mère qui vous a donné la vie, mais il y a aussi vos filles, hein, mes adorables filles. Il y a aussi Andy. Comment, d'après vous, enrichir, arroser, attiser cette flamme d'amour pour qu'elle ne s'éteigne pas, surtout dans sa propre famille? Oui, effectivement, et vous verrez, je vous remercie pour la question, vous verrez que dans les remerciements, je dis effectivement, je dédie ce poème, ce recueil de poèmes à mes enfants, pour que la flamme qui va s'allumer ne s'éteigne jamais. C'est-à-dire qu'à travers ces poèmes, il y a toute une série de thèmes qui sont abordés. Donc, j'invite mes enfants à aller au-delà de tous ces poèmes pour essayer de comprendre un tout petit peu ce que c'est que l'autre, ce que c'est que la vie, quel est le cheminement qu'il faut suivre dans la vie pour réussir, en restant bien entendu honnête. C'est pour ça que la présence de Dieu, elle est omniprésente, parce que ce sont les commandements que nous recevons de notre Très-Haut. Ne pas voler, ne pas mentir, et c'est important d'inculquer à vos enfants, dès le plus jeune âge, ce genre de valeurs. J'aime beaucoup mes enfants, et je considère qu'en tant que père, c'est un devoir moral que de leur donner les meilleures chances, aussi bien sûr au plan matériel, mais je dirais aussi au plan éducationnel, parce que l'éducation est un passe-partout. Si vous avez des enfants qui sont bien éduqués, ils s'épanouiront aux États-Unis, en Asie, en RD Congo, en Côte d'Ivoire, partout où ils iront. Et vous êtes satisfait? Vous avez réussi à expliquer cette éducation-là? Vous en avez les preuves? Alors c'est un peu difficile. Parce qu'Andy a terminé pratiquement ses études, oui. Il y a ses sœurs qui émergent. C'est ça, oui, tout à fait. En fait, c'est un peu difficile pour moi de dire si j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Je pense que c'est plutôt les gens avec lesquels mes enfants sont en interaction directe qui peuvent témoigner si oui ou non l'éducation de mes enfants a été une réussite. Ça serait un peu prétentieux de ma part de dire que j'ai réussi l'éducation de mes enfants, parce qu'on apprend tous les jours, même à 58 ans, parce que j'ai 58 ans, j'apprends encore et tous les jours, et souvent ce sont même les enfants qui vous apprennent, notamment la patience. Ce sont les enfants qui vous apprennent la patience. Donc vous voyez que c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre avec beaucoup de précision, parce qu'elle ne dépend pas uniquement de moi. Et puis on va parler de la République démocratique du Congo, ce pays qui est cher, mais vous lancez dans une version pratiquement améliorative de la chose telle que le tableau se présente. C'est vrai qu'il y a un changement, tout ça. Nous implorons le changement, nous dirigeons vers ces changements, mais on sent vraiment que vous avez une vision pratiquement améliorée de la chose. Oui, c'est évidemment l'amour de mon pays qui m'inspire certainement cette vision, parce que je suis fier d'être congolais. Je suis resté congolais. J'ai eu la chance de beaucoup voyager parce que mes parents étaient dans la diplomatie, mais je n'ai jamais renoncé à ma nationalité congolaise, parce que je considère qu'être congolais, c'est un privilège. C'est un pays magnifique, le Congo, avec des hommes et des femmes formidables auxquels moi je crois. Et c'est pour ça que j'ai une vision pour ce pays, parce que c'est un pays qui a un potentiel énorme, mais je ne parle pas simplement du potentiel du sous-sol. On connaît les mines qu'il y a chez nous, on connaît le cuivre, le cobalt, le coltan, mais il y a également l'agriculture. Mais vous savez, la première richesse d'un pays, ce sont les hommes et les femmes. Et en République démocratique du Congo, je peux vous assurer que quel que soit le domaine de compétences envisagé, vous allez avoir un Congolais ou une Congolaise qui répond présent. Et quand vous faites partie de cette communauté nationale, mais vous ne pouvez qu'être fier. C'est mon cas. Ça m'étonne, puisque vous avez même été aux États-Unis. Oui. Vous avez vécu là-bas, mais vous n'avez pas renoncé à votre nationalité. Est-ce que vous pouvez établir
un lien entre les États-Unis et le Congo que vous aimeriez voir émergent? Oui, certainement, parce que vous savez, en son temps, le président Houphouët-Boigny avait dit que si on lui donnait le Zaïre, le président Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, si on lui donnait le Zaïre à l'époque, il en ferait les États-Unis d'Afrique. C'est donc bien vous dire que la République démocratique du Congo a le potentiel d'égaler les États-Unis d'Amérique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons les hommes et les femmes, nous avons le sous-sol qui est là, mais une grande spécificité de la République démocratique du Congo également, c'est sa capacité, la capacité de son peuple à accueillir l'étranger. Les gens qui viennent s'établir ici en République démocratique du Congo, pour la plupart, ne se sentent pas étrangers. Et ça, c'est la marque des grands peuples. Et les États-Unis, c'est exactement la même chose. C'est un melting pot culturel extraordinaire. Vous allez aux États-Unis, vous vous sentez chez vous, vous n'êtes jamais stigmatisé, mais c'est exactement le cas en République démocratique du Congo. Et je suis sûr qu'un jour, la République démocratique du Congo sera les États-Unis d'Afrique. C'est vrai. Oui, j'en suis persuadé. Je vous l'ai dit, nous avons tout. Nous avons tout à partir du moment où nous avons tout. La volonté politique aidant, le cap est celui-là. Alors, puisque nous assistons pratiquement au changement de régime, il y a eu une passation pacifique du pouvoir, une alternance au niveau du sommet. Quels sont vos souhaits? Oui, mais d'abord, je voudrais dire ma grande fierté par rapport à la manière dont s'est passée la passation de pouvoir ici en République démocratique du Congo. J'étais au Canada quand les résultats ont été annoncés. Et beaucoup d'amis m'ont appelé de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, pour me féliciter en disant « Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans votre pays. C'est un exemple pour l'Afrique. » Vous voyez donc, c'est déjà à partir de ce moment-là que le changement a commencé. Et je pense que le nouveau président de la République a donné l'impulsion. C'est un homme qui est extrêmement simple, c'est un homme qui est extrêmement sage. On a véritablement l'impression que le pouvoir avait été déjà taillé pour lui. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en tant que Congolais, ce que nous devons faire, c'est l'accompagner. Chacun dans son domaine de compétences doit se mettre au service de la République parce que c'est vrai que le président de la République donne l'impulsion, mais c'est le peuple qui travaille. Donc ensemble, nous allons réussir ce changement que vous évoquiez tout à l'heure. Là, ça me donne l'idée de vous poser la question sur le pouvoir, puisque vous, quelque part, vous parlez de Machiavel. Chaque auteur définit le pouvoir selon sa vision. Mais vous, comment vous définissez le pouvoir et qu'aimeriez-vous vivre l'application de ce pouvoir ici dans notre pays? Vous savez, le pouvoir a effectivement une partie machiavélique dans sa définition. Parce que le côté machiavélique dans la définition du pouvoir, qui est la capacité en réalité d'influencer tout simplement... Positivement ou négativement. Positivement ou négativement un individu. Et votre réflexion est intéressante parce que c'est à partir du moment où vous avez la capacité d'influencer négativement le pensée de quelqu'un que le pouvoir devient un tout petit peu machiavélique. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez demander pratiquement à cette personne de faire tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je trouve que le pouvoir a un côté un tout petit peu machiavélique. Bon, mais maintenant, le pouvoir, il est ce qu'il est, mais ce sont les hommes qui sont les acteurs du pouvoir. Donc maintenant, c'est à chacun, à son niveau de responsabilité, d'utiliser le pouvoir pour, comme je le disais, mettre le pays sur le rail et aller vers l'émergence. Alors, on va terminer par là. Un mot sur Tata Madiba. Oui, Tata Madiba, c'est un exemple pour moi. C'est un poème que j'ai écrit, In Memoriam Tata Madiba. Je l'ai écrit en 2013, lorsque j'étais au Burkina Faso, que j'ai appris le décès de Nelson Mandela. Donc, c'est un poème que j'ai écrit et que j'ai rempli le livre de condoléances à l'ambassade d'Afrique du Sud au Burkina Faso par ce poème. Nelson Mandela reste un modèle pour moi parce que c'est un homme qui a été emprisonné pour ses convictions. Il a été libéré, il n'a pas renoncé à ses convictions. Mieux, il a associé ses bourreaux d'hier à son œuvre de réconciliation. L'apartheid a été aboli. Il a eu le prix Nobel de la paix avec M. de Klerk et il a été pour moi un exemple que beaucoup de chefs d'État africains
devrait à mon avis suivre, parce que c'est un homme qui est sage, et lorsque vous êtes à la tête d'un pays, la première des qualités que vous devez avoir, c'est la sagesse. Alors j'aimerais qu'on termine, vous allez lire cette première strophe, Mon cœur, je t'aime, pour faire plaisir à madame. D'accord. Mon cœur, je t'aime. Pour toi, mon cœur bat tel de tourtereaux les ébats. Lorsque sur toi mon regard se pose, au ciel, je me vois. Le diamant de tes yeux est mon paradis ici-bas. Leur éclat majestueux me laissant sans voix. Dans leur profonde brillance, je me noie de ce sentiment. Pur instinct sexuel, je subis la loi. Oh là là, c'est fort, tu peux m'applaudir. Hein? Merci Mais est-ce que ça continue? Est-ce que vous le dites toujours je t'aime? Vous essayez de lui dire ça? C'est pas seulement à travers le poème, mais est-ce que vous le dites? Est-ce que se sont aimés? Est-ce que la Saint-Valentin chez vous, elle est permanente? Alors, c'est une excellente question. Et le conseil que je peux donner aux hommes et aux femmes qui sont mariés, c'est qu'en réalité, on se marie tous les jours. Vous ne pouvez pas vous dire que je me suis marié à telle date et que voilà, ça y est, c'est fini, on est parti pour l'éternité. Non, le mariage, c'est tous les jours. Il faut faire preuve de compréhension, il faut communiquer, il faut être indulgent. Vous savez, les hommes et les femmes, nous sommes différents. À partir du moment où vous apprenez à comprendre les femmes, vous fêtez la Saint-Valentin tous les jours. Merci, monsieur Roginzao. Vous m'avez épaté, vraiment. Je crois que, puisque je pourrais me marier un jour, je vais suivre votre exemple. Je vous en prie, invitez-moi à votre mariage, c'est avec beaucoup de plaisir que je viendrai. D'accord, ça n'est fini pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la chaîne des références. Au revoir.